Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Emma et je suis professeure des écoles à l'étranger depuis maintenant 6 ans. Cette vidéo est la suite des vidéos précédentes que je vous invite à regarder par ici ou là sur comment devenir professeur des écoles à l'étranger. La première vidéo c'était une vidéo plutôt générale sur comment ça allait se passer pour être professeur des écoles à l'étranger. La deuxième était sur le portfolio de maîtresse, donc qu'envoyer lorsque vous postulez directement pour une école en particulier. Nous sommes ici donc dans la dernière étape qui est l'étape de l'entretien. Si votre candidature a retenu l'attention de votre école, vous allez recevoir par email une proposition d'entretien. Lorsqu'on est à l'étranger, le problème c'est qu'on ne peut pas souvent aller dans le pays d'accueil pour faire un entretien. Lorsque j'ai postulé pour Hong Kong, je n'allais pas me prendre un billet d'avion juste pour aller faire cet entretien d'une demi-heure. La majorité du temps, on va donc vous proposer un entretien par Skype ou même par téléphone. J'ai eu affaire pour ma part uniquement à Skype, très souvent en vidéo, parfois uniquement en appel téléphonique, mais c'était suivi d'un deuxième entretien où cette fois-ci j'étais en vidéo avec plusieurs personnes. Je sais que certains lycées, par exemple le lycée français de New York, organisent des entretiens en France, à Paris et peut-être même dans d'autres villes de France, où dans ce cas-là, le proviseur, les directeurs se déplacent eux-mêmes à Paris pour mener ces entretiens. Ce n'était donc pas mon cas, je ne pourrais pas vous parler de ces expériences. En revanche, je peux vous parler des personnes qui sont probablement présentes lors de ces entretiens. La plupart du temps, j'ai eu affaire au directeur de l'école élémentaire. Je n'ai jamais eu affaire au proviseur donc de toute l'école, mais souvent simplement donc pour moi le directeur de l'élémentaire. Quelquefois, je n'ai même pas eu affaire au directeur, mais à la coordinatrice pédagogique qui s'occupe des programmes français dans l'école. Et là c'est différent. Je vous parlerai des questions qu'on vous pose et si vous vous rendez compte lors de l'email que vous allez rencontrer cette personne, préparez-vous pour des questions un peu plus poussées niveau enseignement. J'ai eu affaire aussi au Pérou à la directrice des programmes espagnols. Moi j'avais de la chance, elle parlait français, mais on peut très bien se retrouver avec une personne qui ne parle pas français mais la langue d'accueil de votre pays. Donc préparez-vous à ça. Je vais donc vous proposer quelques questions qu'on m'a posées, d'autres que j'ai cherchées sur internet pour pouvoir élargir un petit peu mon champ, et aussi parce que je ne me souviens pas de toutes les questions que j'ai eues lors des entretiens. Avant de mettre en place cet entretien, faites bien attention à l'heure et au jour de votre entretien. Avec ces histoires de décalage horaire, il se peut que ce ne soit pas le même jour chez vous que le jour de proposition de votre école. Vérifiez bien les horaires, calculant le décalage horaire, que vous serez disponible, que ce ne sera pas le milieu de la nuit pour vous, que vous ne seriez pas en classe ou ailleurs à ce moment-là. C'est important. Ça m'est déjà arrivé de devoir écrire au dernier moment en me rendant compte que l'appel allait être à 1h du matin et que ce n'était pas possible pour. Ensuite, vous n'allez pas savoir forcément si votre entretien va être visuel ou par téléphone. Au cas où, prévoyez des habits corrects, on évite le pyjama licorne lorsqu'on sait qu'on a un entretien. Les questions. Donc, ils sont divisés en plusieurs parties. Il y a d'abord des questions pratiques qui sont très importantes lorsque vous postulez à l'étranger, notamment aux États-Unis. Grand problème des États-Unis, le visa. Cette vidéo a donc été enregistrée début 2019. Faites attention si vous la regardez dans quelques années parce que ça aura sans doute changé. Pour ma part, j'ai donc eu un visa J1, un visa J1 qui est un visa d'échange. Comment ça fonctionne? Ce visa est très simple à obtenir. Je sais que j'avais pas YouTube et que j'étais très frustrée de ne pas avoir de réponse à mes questions parce que mon cas était très spécial car lorsque j'ai été recrutée aux États-Unis, j'habitais au Pérou et je me demandais comment est-ce que je pouvais avoir un visa d'échange J1 sans aller en France. Mon école aussi ne savait pas trop comment faire. En fait, ce visa est extrêmement facile à avoir. Le plus compliqué, c'est d'avoir tous les documents qu'on vous demande. Il faut payer une petite somme d'argent sur internet. Généralement, l'école prend tout en charge. Vous allez avec votre passeport, tous les papiers qu'on vous demande, et vous va vous demander que vous êtes française, on va vous demander un papier de votre école qui doit vous sponsoriser. C'est votre école qui vous sponsorise pour ce visa. Ce qui veut dire que si jamais vous avez envie de quitter votre école ou que votre école n'a plus envie que vous travaillez pour eux, vous allez devoir rentrer en France car votre visa va expirer sur le champ. Vous êtes dépendante de votre établissement. Lorsqu'on y va, ça va donc très rapidement, vous avez un petit entretien qui vous demande si vous avez vraiment l'intention de quitter les États-Unis. Et ça c'est important. Il faut vraiment bien leur montrer que vous allez là-bas pour faire votre J1, donc pour y rester pendant une durée déterminée de 3 ans, et qu'ensuite vous allez rentrer en France, même si vous avez l'intention d'y rester. Pour l'instant, non, la réponse est non. Vous y allez pour votre visa, vous y allez pour une durée de 3 ans, et ensuite vous rentrerez en France. Une fois que vous les avez bien rassurés, ils vous signent un papier, ils gardent votre passeport, et là vous attendez.
vous attendez, vous allez recevoir votre visa par la poste. Et c'est bon, ça prend 3 semaines en tout. Vous avez donc votre visa, c'est très important pour votre école, qu'elle soit sûre que c'est bon, tout est en règle. Ensuite, c'est le moment de cet entretien. Les premières choses qu'on va vous demander, donc votre visa, et on va vous demander également si vous avez quelqu'un qui vit avec vous. Si vous avez un mari, il va falloir que votre mari ait un visa aussi pour pouvoir travailler. Et n'essayez pas d'aller aux États-Unis sans avoir votre conjoint qui travaille. Soit vous y allez toute seule, soit vous allez avec un conjoint, mais vous vous assurez vraiment qu'il va avoir un visa de travail parce que vivre aux États-Unis sur un seul salaire, c'est très très compliqué, notamment à San Francisco, New York, Los Angeles, toutes ces grandes villes. Je ne vous le recommande vraiment pas. Pareil, si vous avez des enfants, pensez-y. Déménager 3 ans avec des enfants où l'école sera payante, même dans l'école où vous enseignez, c'est compliqué. Donc c'est bien quelque chose à réfléchir avant de partir. Si jamais vous êtes marié à un Américain, évidemment, vous n'aurez pas besoin de visa. Et dans ce cas-là, évidemment, l'école va être grande ouverte à vous. Ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir un poste. Ensuite, on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays. C'est important de se sentir bien. Lorsque j'étais à Hong Kong, c'est vrai que je n'avais jamais visité l'Asie. J'ai dû dire que oui, j'étais passionnée, l'envie de découvrir une nouvelle culture, l'envie de découvrir une nouvelle manière d'enseigner. Tout ce que vous savez sur le pays d'accueil, dites-le pendant cette question. On va aussi vous demander si vous parlez la langue du pays. Au Pérou, j'avoue, je me suis dit oui, tranquille, j'ai fait 8 ans d'espagnol depuis la 4e. Je parle couramment espagnol, pas de problème. Évidemment, en arrivant là-bas, j'étais complètement paumée. C'est arrivé très vite. Mais on vous conseille quand même de parler la langue du pays. Surtout dans les écoles aux États-Unis, dans les écoles internationales, plus que dans le lycée français où généralement toutes les réunions se font en français. Dans mon école, toutes les réunions se font en anglais. Donc si on ne parle pas anglais, ça peut vraiment poser un handicap. N'hésitez pas à demander, c'est dans votre intérêt de demander si les réunions ou dans la langue du pays ou en français. C'est important, je pense. Au Pérou, par exemple, les réunions qui sont très importantes sur les risques pour les tremblements de terre et que faire en cas de séisme étaient uniquement en espagnol. Donc important de maîtriser un minimum cette langue. Les réunions avec les parents, les réunions parents-profs, demandez également quelle langue parlent les parents en priorité. C'est bien et de savoir si vous avez besoin de réviser un petit peu cette langue avant d'emménager dans ce pays. On va également vous demander si vous êtes professeur des écoles ou pas. On va vous demander votre parcours. Vous n'êtes pas obligé d'être professeur des écoles pour partir à l'étranger. En ce moment, c'est même plus profitable de ne pas être professeur des écoles car il n'y a pas de problème de détachement. Il y a différentes versions d'être professeur des écoles détaché. Je ne vais pas toutes les expliquer parce que je ne suis pas professeur des écoles. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Donc je suis dans un contrat local. Vérifiez bien cela aussi si vous êtes dans un contrat local. Il y a des écoles où vous serez moins payé car vous n'êtes plus sous contrat avec l'éducation nationale. Je sais que dans mon école, en tant que détentrice d'un master, je suis payée exactement comme les autres qui sont professeurs des écoles. Renseignez-vous sur ça. Également, ça peut faire une sacrée différence de salaire. Je le sais par rapport au Pérou. Je vous conseille, par contre, vivement, de ne pas partir sans votre master. Vous terminez votre master. N'abandonnez pas. Un master d'éducation, un master à l'UFM, faites-le. Ça vous sera que profitable lorsque vous irez postuler à l'étranger. Finissez-le. Ensuite, si vous n'avez pas envie de rentrer dans l'éducation nationale parce que vous avez peur d'être coincé à l'intérieur, ça s'arrange. Le master, terminez-le. C'est beaucoup mieux, c'est toujours mieux, vous serez plus tranquille et vous serez sans doute mieux payé. Et c'est important lorsqu'on est toute seule dans un pays à l'étranger. On va également vous demander si vous avez déjà eu des expériences à l'étranger. Généralement, ça, ils le savent parce que c'est écrit dans votre CV. C'est quelque chose qui est très très profitable. Avoir déjà une expérience, ça veut dire que vous allez pouvoir vous adapter facilement. Ça veut dire que vous savez déjà ce qu'il va falloir faire. Toutes ces histoires de sécurité sociale, de rendez-vous, de choses comme ça. Il faut y aller, il faut les faire à l'heure. Quand vous arrivez, ça va être compliqué. Arriver dans un pays, ça veut dire courir, aller faire son assurance maladie, aller vérifier ses papiers, une carte d'identité, faire des photos, aller à l'ambassade. Tout ça, ça doit être fait avant la rentrée dans les premières 2 semaines. Et donc, il faut que vous soyez prête à vous débrouiller dans une ville à l'étranger. Si jamais vous n'avez pas eu d'expérience, c'est pas grave. Expliquez vos voyages. Peut-être qu'il y a des fois où vous êtes resté longtemps dans un pays. Ça, c'est profitable. Peut-être que vous avez enseigné dans une école à l'étranger, que vous avez fait un Erasmus. Tout ça, vous le dites. N'importe quelle expérience en dehors de la France est profitable pour vous. Une fois que toutes ces questions sur le pays d'accueil seront passées, on va commencer à parler de l'école.
on va vous décrire comment est l'école, combien il y a d'élèves. Autre chose qu'on va vous demander, c'est le niveau dans lequel vous êtes et les niveaux auxquels vous avez enseigné. Ce n'est pas une question piège, cette question est très importante parce que autant eux que vous, ils ont plutôt l'intérêt de vous mettre dans le niveau dans lequel vous êtes le plus à l'aise et dans lequel vous enseignez en ce moment. Parce qu'ils savent que vous l'avez déjà fait. Déjà être dans un nouveau pays, dans une nouvelle école, c'est compliqué. On va pas en plus vous mettre dans un nouveau niveau ou alors pas un qui est complètement séparé des vôtres. Je sais que moi on m'a demandé, j'ai dit que je préférais le cycle 3. On a tout fait pour me laisser en cycle 3. Vu que j'étais en CE2, on m'a d'abord dit que j'allais avoir une classe de petite section pour me rappeler 2 jours après en me disant c'est bon, on a changé, tu vas avoir un CM1. Donc n'hésitez pas à dire dans quel niveau vous êtes le plus à l'aise. Si jamais il n'y en a pas, vous dites que vous êtes complètement flexible à découvrir n'importe quel niveau. C'est important aussi de montrer que vous ne voulez pas faire que un seul cycle, mais que vous êtes ouverte à tout. Mais n'hésitez pas à dire dans lequel vous êtes le plus à l'aise, dans lequel vous avez le plus d'expérience. Une autre question qu'on va vous poser sans doute à tous les coups concerne les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous savez utiliser? Comment est-ce que vous les utilisez dans votre classe? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces nouvelles technologies? Très important dans les écoles à l'étranger qui sont souvent en avance sur la France. Je sais que c'est comme ça que j'ai été recrutée à San Francisco, comme ça que j'ai été recrutée en CM1, parce que j'aime les nouvelles technologies et que je sais comment les utiliser. Vendez tout ce que vous savez faire. Il y a beaucoup de chances, surtout si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, que vous allez avoir énormément d'outils à votre disposition. Dans ma classe, les élèves ont tous un iPad. On a une Apple TV dans notre classe, on nous donne un ordinateur pour nous, on nous donne un iPad, on a des robots, tout ça, ça va y être. Il faut que vous puissiez les utiliser. Vous dites comment vous pouvez les utiliser, donnez des exemples. Ils adorent avoir des exemples. Si vous ne l'avez pas fait, proposez même, une chose qui est chouette, c'est de proposer d'envoyer des photos. Lors de l'entretien, vous expliquez une séance que vous avez fait en utilisant les nouvelles technologies ou même un projet, ils vont adorer. Et ensuite, vous leur proposez dans un email de reprendre cette séance, de leur peut-être envoyer une fiche de préparation et d'envoyer des photos ou des vidéos des projets des élèves. Ils adorent, vraiment, faites ça. N'importe quel petit projet avec un iPad, avec votre ordinateur, un vidéoprojecteur, un smartboard, tout ce que vous avez, vous le donnez. Si vous avez créé un livre avec vos élèves, envoyez ça. Dites que vous reviendrez vers eux et que vous enverrez ça. Les nouvelles technologies, si jamais vous ne connaissez pas, ce qui est tout à fait normal, je suis sûre que vous savez utiliser un iPad, peut-être que vous ne savez pas l'utiliser si tout le monde a un iPad dans la classe. Pas de problème. Vous ne savez pas utiliser une Apple TV, vous allez en avoir une, c'est pas grave. Il faut par contre montrer que vous pouvez vous adapter. Montrer que vous avez très envie d'apprendre, que vous proposez d'aller dans des classes de vos collègues pour voir comment ça marche. Proposez peut-être de participer à une formation en arrivant dans votre école, dans les quelques mois qui suivent la rentrée ou au cours de l'année scolaire. Proposez que vous êtes ouverte. Vous pouvez aussi demander peut-être votre école peut vous diriger vers quelqu'un qui s'en charge. Dans votre école, vous pouvez déjà mettre en place un rendez-vous pour rencontrer cette personne pour qu'elle vous explique comment ça fonctionne. Du moment que vous êtes volontaire, il n'y a pas de raison que même si vous ne pouvez pas utiliser quelque chose, on vous dise non. Montrez que vous êtes volontaire. Là où c'est devenu assez sportif pour moi, c'était une expérience à Los Angeles, où je n'ai pas eu la directrice de l'établissement, mais la coordinatrice pédagogique. Et là, j'ai eu des questions très pointilleuses. Et je vous avoue que je me suis retrouvée désemparée face à ces questions auxquelles je n'étais pas du tout préparée, qui n'étaient pas du tout d'ordre visa, travail. Elle s'en fichait, elle était là pour un premier entretien. Et c'était sa manière à elle de savoir si on était capable ou pas d'enseigner dans cette école. Comme vous le savez sans doute, il y a des centaines, voire des milliers pour certaines écoles de candidats. Il faut que vous soyez différents. On va donc en premier vous poser des questions auxquelles, hop, si vous ne pouvez pas répondre, on passe à quelqu'un d'autre. Par exemple, on m'a proposé dans quel niveau j'enseignais. À cette époque-là, j'enseignais en CE2. Et donc, on m'a demandé si je pouvais citer différentes formes de dictée. On m'a demandé si je savais ce qu'était une dictée négociée. Ça, c'était il y a 5 ans. Et j'avoue qu'il y a 5 ans, ce n'était pas ma spécialité, les dictées négociées. Et donc, d'expliquer à quoi ça servait, pourquoi je le faisais et tout ça, c'était difficile. J'étais pas prête, honnêtement. Donc, préparez-vous à ça. Ça, c'était il y a 5 ans, l'histoire des dictées négociées. On va vous questionner si vous postulez cette année aux États-Unis. J'ai fait une petite liste. Les dictées négociées, c'est fini. Vous n'en aurez plus. Ils sont passés à autre chose. On va sans doute vous questionner sur le débat philo. Est-ce que vous organisez des débats philo dans vos classes? À quoi ça sert un débat philo? Pourquoi faire des débats philo? On va vous poser des questions sur l'enseignement en bilingue. Si vous postulez dans une école AEFE ou MLF, ce que je vous conseille d'ailleurs, on va vous demander comment enseigner en bilingue. Comment est-ce que vous feriez si vous aviez un co-enseignant? Moi j'ai un jour en anglais, un jour en français.
comment je peux faire ça. On va me demander comment je peux faire, comment je peux m'adapter, comment je peux enseigner du français à des élèves auxquels l'un c'est pas du tout le français, ils ne parlent pas français à la maison. Comment faire? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Encore une fois, vous montrez, vous dites que vous avez fait des recherches, que vous êtes intéressé, vous demandez une bibliographie, quelque chose que vous pouvez regarder, une formation magistère ou quoi que ce soit auquel vous pouvez avoir accès des enseignements à l'étranger. Il y en a plein, en leur demandant que oui, ça vous intéresse, que vous avez envie d'être prête, qu'il vous reste quelques mois avant d'arriver, s'ils peuvent vous envoyer toutes ces formations. C'est très très important. Demandez des titres de livres. On peut vous demander également comment organiser le co-enseignement. On en a beaucoup dans notre école. Comment faire, quelles sont les différentes formes de co-enseignement. Maintenant, si jamais vous avez des questions sur ça, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram et je pourrai faire une petite vidéo sur ce que j'ai appris en formation. J'adore ça, donc dites-le moi et je vous donne tout ça. On peut vous demander également comment est-ce que vous faites pour différencier votre travail. C'est pas la question la plus en vogue en ce moment dans le cadre des écoles aux États-Unis et au Canada, mais dans les écoles du monde, je pense qu'on vous le demandera. La différenciation, pensez à parler de la différenciation dans les évaluations aussi, et pas que dans le travail. Vous demandez également quelles sont vos relations avec les autres collègues de l'école, vos relations avec les parents, comment est-ce que vous gérez un parent qui a un questionnement, comment est-ce que vous travaillez en équipe, est-ce que vous avez déjà travaillé en équipe. C'est important dans les écoles à l'étranger d'être une équipe soudée, d'être ouverte et de partager le travail. Une fois que tout le monde aura posé ses questions, on va sans doute vous demander à vous, est-ce que vous avez des questions? Ça aussi, on n'est pas forcément... Essayez de poser des questions, ça montre votre intérêt. Vous pouvez demander combien d'élèves il y a dans les classes, combien il y a de classes dans l'école. Demandez également est-ce qu'il y a des spécialistes. Je sais que dans mon école, on a un intervenant en sport, en musique, en art, en théâtre, tout ça c'est important de le savoir. Demandez donc si quelqu'un se charge de spécialité. Au Pérou, je faisais tout, et ici aux États-Unis, il y en a qui le font. Demandez également s'il y a des espaces dans votre classe que vous ne connaîtrez pas. Je sais que nous, on a un makerspace, c'est génial, il faut savoir ce que c'est. Tout ça, ça montre que vous êtes intéressé. Demandez également les offres de formation. Est-ce que vous pourrez partir à l'étranger pour continuer votre développement, pour continuer à apprendre? En tant qu'enseignant, c'est important aussi, cette formation continue. Demandez si c'est possible tout ça. Autre chose, évidemment, vous pouvez également poser des questions sur le pays dans lequel vous êtes, mais je vous conseille plus des questions d'ordre pratique et des questions plus vouées à l'heure. Vous pouvez demander quelle est la journée type d'un élève, à quelle heure est-ce que l'école commence, à quelle heure est-ce que l'école termine, demander s'il y a une cantine dans l'établissement. Vous pouvez demander s'il y a des événements particuliers dans l'école. Je sais que notre école fait une vente aux enchères, on fait des ventes de gâteaux pour Haïti. Si votre école va de la maternelle au lycée, demandez s'il y a des échanges possibles, si vous pouvez faire des interventions dans votre école, si des lycéens peuvent venir, si on peut faire des projets multiniveaux. Montrez que vous vous intéressez à la vie de votre école. Et souvent on se dit avez-vous des questions et là on se retrouve j'y ai pas pensé. Non, je pense que j'ai tellement d'informations dans ma tête, je peux même pas penser à une autre question. Faites-le avant. Vous écrivez ces petites questions, des questions sur l'école. Combien est-ce qu'il y a d'enseignants? Est-ce que je vais avoir des réunions avec tout le monde? Donc dans quelle langue seront ces réunions? Est-ce qu'il va y avoir des journées spéciales pour ces réunions? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres parents-professeurs plusieurs fois dans l'année? Est-ce qu'il y a des bulletins à remplir? En quelle langue est-ce qu'il faut les remplir? Et combien de bulletins sont envoyés dans l'année? On évite de parler des vacances scolaires quand on va commencer l'école. Quand seront les vacances, on fera ça une autre fois. Là, on se concentre sur notre enseignement. Parler de la classe flexible, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui font ça, c'est génial, ils adorent ça aussi. Parlez-en, dites que vous aimez bien utiliser des coussins, que vous aimez bien ouvrir votre classe. Pareil, demandez si c'est possible, s'il y a des canapés dans les classes, tout ça, ils vont adorer. Essayez vraiment de montrer que vous savez des choses, que vous apportez des choses dans votre école. C'est ça qu'ils cherchent à savoir. Une fois que cet entretien est terminé, on souffle un peu, on vérifie que la caméra est coupée, on se détend et avant que tout parte, écrivez un petit compte rendu ou enregistrez-vous un petit compte rendu de ce qui a été dit. C'est là où on renvoie un email, on dit merci, merci au principal, merci à la directrice, merci à la coordinatrice, merci à tout ce monde d'avoir pris le temps de nous recevoir pour un entretien. On envoie des documents, comme je vous l'ai mentionné lors de notre entretien, j'ai fait une séance en utilisant, j'ai créé un livre électronique. Voici ce que nous avons créé avec nos élèves, voici ce que nous avons créé avec mes élèves, voici des photos, des enregistrements. Ah et au fait, j'ai oublié de vous dire que j'avais un compte Twitter, hop, on envoie tout ça. Vous avez un blog, génial, on envoie le blog. Faut se vendre.
C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est dans l'éducation nationale parce que notre emploi est garanti. Là, il faut dire ce qu'on va apporter et pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions ou que vous avez besoin de plus d'informations sur un des sujets que j'ai abordés. Sinon, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse de me voir de mes aventures quotidiennes de professeur des écoles à l'étranger. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur lorsque vous le faites. Merci et très bonne journée. Ciao.